Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire du coup qui est intitulé Immersion, repenser les politiques culturelles à l'écoute du territoire. Je suis Mathilde Chevillot, donc je suis coordinatrice du laboratoire Le Lucas, laboratoire d'usage culture, art et société. Je travaille pour Culture Co, donc qui est un réseau d'échanges, de réflexion et d'entraide sur les politiques culturelles dans les départements. C'est l'une des trois structures qui fondent le laboratoire. Il y a également du coup le Bureau des possibles qui est représenté aujourd'hui par Alexia, Margot et Julie, mais qui se représenteront plus en précision tout à l'heure. Et puis Vise Innovation, qui est la troisième structure qui compose le laboratoire. Le laboratoire du Lucas, donc c'est un laboratoire qui accompagne les collectivités dans l'écriture et le renouvellement de leur politique culturelle, mais c'est aussi un laboratoire qui crée de la ressource dont le webinaire d'aujourd'hui fait partie. Donc, les webinaires du Lucas en général et celui-ci sont des temps animés du coup par le Lucas dans le cadre de sa mission de production de ressources ouvertes. On produit aussi des outils, des podcasts, des articles, des rapports, etc. C'est un temps de rencontre national donc qui s'adresse aussi bien à la communauté du Lucas qu'aux différentes communautés des trois structures qui composent le Lucas. Donc aussi aux adhérents de Culture Co et aux personnes qui ont déjà travaillé avec le Bureau des possibles notamment. L'objectif, c'est de partager des pratiques, de s'inspirer, d'échanger ensemble autour de sujets et d'enjeux qui nous intéressent et de favoriser l'interconnaissance, d'identifier, de se relier. Donc, on a donc ces 5 minutes d'accueil, puis ensuite on va parler un peu plus de ce qu'est une immersion avec du coup une vingtaine de minutes, notamment avec le témoignage de Nadine Babouin du Val d'Oise et de Sonia Ducasse des Pyrénées-Atlantiques, donc, qui sont des anciennes accompagnées ou accompagnées actuelles du Lucas, qui vont du coup témoigner sur les immersions qu'elles ont vécues. On aura ensuite un temps d'échange, ensuite un second temps de retour sur comment on applique du coup cette immersion, aussi bien du coup en design UX, mais aussi dans un diagnostic sensible, avec notamment le témoignage de Léa Souchard, donc du DOU, de nouveau des échanges et puis une rapide conclusion. Comme je vous le disais, du coup, avec l'animation de mes trois autres collègues, donc Margot, Julie et Alexia, qui peuvent aussi vous répondre dans le chat pendant ce temps. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Julie, je te cède la parole. Ça marche. Et merci Mathilde. Bonjour à toutes et tous et merci d'être venus. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc on est super content de pouvoir partager sur ces démarches d'immersion, donc parfois qu'on appelle aussi aller vers, voilà, aller à la rencontre des habitants. Donc ici, vous pouvez être venus par curiosité pour vous informer. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences parce que c'est l'objet de ce webinaire, c'est aussi de créer un temps de partage. Donc moi, je suis Julie Borgeot, je suis avec le Lucas depuis 4 ans et j'accompagne les différents professionnels de la culture à se mettre à l'écoute des habitants, de leurs usagers ou d'autres professionnels avec qui ils ont peut-être moins l'habitude parfois d'échanger. À côté de ça, je les accompagne aussi à s'approprier ou à se réapproprier les données dont ils disposent. Et ça va du questionnement du sens de ces collectes de données jusqu'à leur mise en forme et leur visualisation pour en faire des outils de dialogue, qui sont des outils parmi d'autres pour faire le diagnostic et co-construire les politiques culturelles. Donc aujourd'hui, on zoome sur l'une des étapes en fait des démarches du LUCA. Je vous donne une vision un peu plus globale de ces démarches. Donc, c'est des démarches où le LUCA accompagne l'écriture ou la réécriture de politiques culturelles. Ça peut être des schémas départementaux des enseignements artistiques, des projets culturels de territoire, des schémas de développement de la lecture publique, des projets d'établissement. En ce moment, on travaille en particulier avec les remixes sur des projets d'établissement d'enseignement artistique. C'est des démarches qui durent de nombreux mois, donc habituellement 6 à 8 mois. C'est des démarches participatives dans lesquelles on va mettre en œuvre des temps de consultation, de concertation, de co-construction. Et l'immersion, c'est l'une des étapes
de cette démarche, et en particulier, c'est une étape du diagnostic, donc toute une étape de diagnostic partagé avant de passer en co-construction pour imaginer les actions qui vont être écrites dans la prochaine politique culturelle. Donc ça vient en fait en complément d'ateliers, d'analyse de données, d'entretien. Alors pourquoi on fait ces immersions? Euh, donc quand on organise ces démarches participatives, on sait qu'on aura des biais sur la participation si on organise voilà, des temps de rencontre, des ateliers, où on invite même le très grand public à venir. Bon ben, les biais, c'est que c'est souvent les mêmes profils, c'est souvent les plus diplômés, c'est souvent les plus âgés, parce que parfois c'est ceux qui ont le temps, c'est souvent les votants, et puis quand on fait une grande concertation, consultation, on a 100 personnes, on est hyper content, on fait avec les personnes qui ont bien voulu venir, mais on passe à côté souvent de plein de publics. Donc ces immersions, c'est des temps pour aller chercher des témoignages qui ne nous parviendraient pas d'autres manières. C'est ce qu'on met en place pour y remédier. Une autre raison, et non des moindres, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir conjuguer la parole du terrain au singulier, au singulier. On a souvent tendance à vouloir dire, bah voilà, en fait, les habitants, ce qu'ils attendent, c'est, ou alors les parents d'élèves, ce qu'ils voudraient, c'est ceci ou cela. Et en fait, on passe à côté de plein de points de vue qui divergent, parfois de controverses, de choses dont il faut finalement prendre compte quand on va travailler sur notre prochain projet. Et l'immersion, ça permet comme ça aussi de collecter finalement divers témoignages et une pluralité de points de vue. Donc concrètement, on parle, quand on nomme immersion dans ces démarches du Lucas, on parle d'un temps pour aller rencontrer des personnes qui habitent le territoire, qui sont bénévoles ou qui sont professionnels et dont le point de vue nous intéresse particulièrement. Alors là, on voit, ah oui, je ne vous ai pas dit, mais sur l'image d'avant, on est au conservatoire de Pontarlier avec Léa Souchard qui est là, et on échange avec des parents d'élèves et des élèves. Euh, Là, je vous donne quelques petits exemples, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Nous, au Lucas, on accompagne en fait les équipes qui travaillent sur la révision de leur politique culturelle à partir en exploration, à aller se mettre à l'écoute. Donc là, on a une association de musique gasconne qui répète dans une école primaire, il me semble. On a une visite d'un tiers-lieu d'insertion qui organise des événements culturels, ici. On a un bistrot culture en zone super rurale. On a une école de danse municipale dans le Pas-de-Calais, etc. Et donc, c'est quelques exemples, mais vous en verrez d'autres, de lieux dans lesquels on se rend pour aller échanger avec des habitants, des pros, des bénévoles et observer comment tout ceci fonctionne. Quand on fait ces immersions, on fait une petite étude qualitative. On n'est pas sur du quantitatif où on cherche un échantillon représentatif. On ne cherche pas à hiérarchiser, à prioriser, à chiffrer. Là, l'objectif, c'est de découvrir des personnes, d'observer leurs usages, de voir ce qui les motive, de mieux comprendre comment ces personnes font leurs choix, ce qui les intéresse, ce qu'elles savent pas, voilà, les informations qui ne seraient pas parvenues, par exemple, jusqu'à elles. Donc concrètement, on organise des entretiens semi-directifs, on échange avec une personne ou un petit groupe de personnes. Et c'est pas une enquête à laquelle on a toute une série de questions et on doit répondre à toutes les questions dans l'ordre. On est beaucoup plus libre en fait dans la manière d'échanger. On a préparé à l'avance une série de questions ouvertes pour orienter la conversation sur les sujets qui nous intéressent particulièrement. Et on se met en observation, on note des observations, on va regarder comment les personnes vivent dans ce lieu, les relations entre les personnes, on va observer les réactions aussi, les réactions à nos questions, les réactions à ce qui se passe. Un dernier point avant de passer la parole à Margot.
Simplement pour vous dire que donc nous, on s'immerge depuis 2022. Donc on a accompagné de nombreuses immersions. Ça fait 7 schémas des enseignements artistiques, 8 projets culturels de territoire, avec à chaque fois une dizaine de lieux pour chaque démarche. Donc je vous laisse un petit peu imaginer le nombre de piscines, de marchés, de médiathèques, de centres sociaux, de skateparks, d'écoles de musique, de crèches, de collèges, etc., dans lesquels on a pu se rendre et finalement un peu partout en France, dans des zones rurales, urbaines, périurbaines, etc. Ça, on l'a déjà documenté et partagé dans un kit méthodologique qui est disponible là sur le site du Lucas. Et donc, depuis 2023, on a partagé ce kit et peut-être que certains d'entre vous s'en sont saisis pour mettre en œuvre des immersions. Voilà. Et pour la suite, eh bien, du coup, je passe la parole à Margot pour que tu puisses nous expliquer un peu les outils qu'on utilise. Donc, en effet, je veux bien que tu passes la slide juste après, Julie. Donc, je m'appelle Margot Buisson et donc moi, je suis designer interactif et graphique au Bureau des Possibles. Donc, c'est une agence lyonnaise spécialisée dans l'intelligence collective. Du coup, on conçoit de nombreux ateliers collaboratifs sur plusieurs sujets, mais plutôt en lien avec la culture et l'éducation. Et on travaille aussi sur des interfaces numériques, donc des sites web, des plateformes numériques, toujours construites du coup avec les futurs utilisateurs. Donc c'est vraiment la spécialité de l'agence. Je veux bien que tu passes. Voilà. Donc, comme dit Julie, sur les photos aussi qu'elle a présentées juste avant, on a vu qu'il y avait parfois des choses accrochées au mur. Donc, en fait, c'est des outils d'immersion donc, que je vais vous présenter juste après. Donc, ces outils-là, ils nous permettent vraiment de faciliter les échanges avec les habitants et c'est un prétexte, en fait, pour entrer en communication et en conversation avec eux pour, par la suite, engager un entretien un peu plus poussé. Après, ça permet aussi de recueillir un petit peu de données, donc sur les profils qu'on rencontre, leurs usages et leurs besoins. Et c'est enfin une manière d'identifier un peu la mise en place d'une nouvelle démarche ou d'un nouveau projet sur le territoire par les habitants. Donc, les deux outils qu'on utilise principalement, c'est donc il y a ce grand axe, on va dire, de la culture. Donc ça, c'est un outil où on va demander aux utilisateurs, enfin aux habitants, pardon, de prendre une gommette par rapport à leur âge et de la placer sur ce graphique. Donc en haut, on a je prends beaucoup de temps ou je ne prends pas, ou tout en bas, je ne prends pas beaucoup de temps par rapport à leurs pratiques culturelles. Et à droite, c'est plutôt quelque chose que je fais en collectif ou c'est quelque chose que je fais en solo. Et l'idée, c'est qu'ils placent leurs gommettes par rapport à leurs pratiques culturelles en général. Évidemment, tout le monde, en fait, fait un peu de tout, mais c'est justement une manière d'entrer en contact avec eux. Et à partir de ce qu'ils vont nous dire, nous, on peut commencer à rebondir pour leur poser plusieurs questions. Et l'outil du coup à droite, c'est l'arbre des pratiques artistiques. Et là, ça permet en fait de présenter aux habitants des exemples de pratiques artistiques très larges. Parce qu'il y en a certains, ils vont nous dire pratiques artistiques, non, je fais pas de musique, je vais pas au théâtre. Et puis en fait, pour eux, c'est que ça les pratiques artistiques, alors qu'en fait, on est sur un champ beaucoup plus large, hein. Tout ce qui touche au sport, tout ce qui touche à la photographie, tout ce qui touche, enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de toucher large et de leur donner des exemples de ce que c'est et pour toujours pareil, rentrer en communication avec eux. Euh, je- Parfois, en fonction des territoires, on se retrouve à devoir adapter les outils d'immersion. Typiquement sur une immersion sur laquelle sur un projet sur lequel on est actuellement dans le territoire du Grand Genève. C'est un territoire qui est transfrontalier entre la France et la Suisse. Et il y a cette question de la frontière qui est assez spécifique. Et on a dû du coup concevoir un nouvel outil pour justement qui soit adapté au territoire. Et on demandait du coup aux habitants, est-ce qu'ils traversaient la frontière? Est-ce que celle-ci, elle avait une influence sur leur vie, que ce soit de manière, euh, on va dire, sociale, aller faire ses courses, aller au travail, ou est-ce que ça avait un impact aussi sur leurs activités culturelles?
Et du coup, bon, je ne vais pas revenir dessus parce que Julie l'a bien expliqué, mais à la suite de ces outils, ça permet du coup de passer à l'entretien. Donc, on a plusieurs guides d'entretien, un destiné aux habitants et un destiné aux professionnels. Et du coup, c'est des questions qui sont travaillées en amont pour vraiment qu'elles soient adaptées au territoire. Et ça permet de mener un entretien semi-directif avec les habitants. Enfin, du coup, il y a un peu plusieurs, j'ai envie de dire, échelles d'immersion. C'est-à-dire que de manière générale, souvent sur le Lucas, ben, on arrive avec ces posters, alors plus ils sont grands, mieux c'est. Donc l'idéal, c'est de les avoir en A2, mais ben là, c'est des exemples où ils sont sur l'immersion en Seine-et-Marne et l'immersion du Grand Genève, ils sont en A3. Mais c'est qu'on arrive avec ces posters et puis on les accroche sur les murs des lieux où on va en immersion. C'est vraiment le niveau 1. Ensuite, le niveau 2, par exemple, dans le Grésivaudan, pour le coup, il y avait une logistique un peu plus importante où on avait à chaque fois des tables, des chaises, un drapeau et des collations, du café, une signalétique un peu plus poussée qui permettait du coup de vraiment être identifié dans les lieux. Et c'est vrai qu'en fait, le café et la nourriture, et ben, tout de suite, ça attire du monde et c'est un autre moyen d'entrer en conversation avec les habitants. Et je veux bien que tu passes celle d'après, Julie. Et du coup, le dernier niveau, en tout cas le troisième niveau, c'est vraiment garder cette idée de stand, mais de stand beaucoup plus grand. Donc là, par exemple, donc c'était pas un projet Lucas, mais c'était une immersion pour un projet donc à Pierre-Latte. Et là, il y avait vraiment un stand avec un barnum, des grilles, des grandes affiches. C'était hyper identifiable et surtout, on va dire, ça s'inscrivait dans un événement autre, donc là qui était Octobre Rose. Du coup, il y avait déjà énormément de monde qui venait pour l'événement Octobre Rose. Mais le fait d'être intégré dans cet événement, ça permettait vraiment de ramener encore plus de monde et d'être ultra identifié. Et du coup, je vais passer la parole, hop, à... Oui. Alors, donc sans plus attendre, on va passer à des témoignages. On voulait donner la parole à des personnes qui ont mené des immersions. Donc, j'invite en premier lieu Nadine. Alors, donc Nadine qui travaille sur la révision du schéma des enseignements artistiques du Val d'Oise et c'est une démarche qui est en cours de route. Donc, eh ben, Voilà. écoute, euh, hop, je te laisse prendre la suite. Nous, on voulait que tu puisses partager des exemples d'endroits où vous êtes, où tu es allé, des personnes avec qui tu as pu échanger, comment tu l'as vécu. Et puis, on est intéressé par la manière aussi dont vous avez organisé votre immersion. Je pense que c'est intéressant que tu puisses partager tout ça. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire un retour un petit peu spontané. S'il y a des choses qui sont trop redondantes par rapport à ce que vous avez déjà dit, n'hésitez pas, Julie ou Mathilde, à me couper. Mais donc notre objectif, il rejoint complètement ce que tu as dit, Julie, au départ, c'est-à-dire que c'était vraiment de diversifier les sources de parole et les regards pour nourrir notre refonte du schéma d'enseignement artistique. On cherchait des paroles de non spécialistes et notamment de jeunes, parce que nous sommes sur un territoire assez jeune mais avec deux volontés qui traversaient cet objectif, qui était d'une part de mener ce travail en transversalité avec d'autres services de la culture ou avec d'autres directions, et avec un souci également parce que voilà, d'autres directions, parce que c'est vrai que les immersions, ça permet d'aller chercher de la parole qu'on ne connaît pas en provenance du territoire, mais le fait de travailler avec d'autres directions, ça permet aussi en même temps de travailler sur un maillage intérieur, interne. Voilà, et ça nous semblait intéressant. Et puis autre souci, c'était de veiller à une bonne répartition géographique des interlocuteurs, de façon à ce que l'ensemble du territoire soit représenté, puisque nous avons une partie du territoire qui est très urbain et une partie plutôt très rurale. Voilà, donc pour cela, on est allé chercher de la parole dans des structures très très différentes.
Je ne vais pas les citer toutes parce que tu en as cité déjà pas mal, Julie, mais en tout cas, ce sont des structures avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. C'est ça qui était intéressant. Donc, c'est par exemple un centre hospitalier, c'est en maison de la petite enfance, on les connaissait déjà, mais c'est la bibliothèque universitaire. C'est un centre info jeunesse. Ce sont des cafés aussi. C'est une fédération des foyers ruraux, c'est un centre dédié aux jeunes en milieu rural, c'est aussi l'école de la deuxième chance qui est sur notre territoire dont on avait entendu parler mais avec laquelle on ne travaille pas. C'est aussi un Fab Lab par exemple. Donc voilà, des structures très très différentes. Euh, je vais parler un petit peu de la mise en œuvre. Nous avons choisi, nous, de plutôt organiser en amont les rendez-vous pour faciliter les rencontres. Donc il faut avoir en tête que ça nécessite du temps, de l'organisation et de l'anticipation, mais ça peut être important pour certaines structures parce que nous avons aussi choisi d'aller vers des structures à caractère plus social. Et dans ces structures, on n'entre pas forcément sans une autorisation. Il faut une validation de la direction concernée. Et pour l'obtenir, eh bien, ça prend du temps. Il faut expliquer pourquoi on veut aller rendre visite à ces structures, à cette structure, ce qu'on veut y faire. Voilà, donc cette anticipation pour ces choses-là est précieuse. Mais je vais aussi, par rapport à ça, donner un point de vigilance, c'est que c'est bien de préparer, ça évite de se voir refuser des accès, d'avoir des établissements fermés tout bêtement, ou de ne trouver personne de disponible pour nous recevoir. Mais la subtilité, c'est d'organiser, mais pas trop non plus, parce que si c'est trop cadré, ça devient très vite, enfin, ça peut devenir un rendez-vous institutionnel et on perd toute la spontanéité, pardon, de la parole. Et on risque aussi d'avoir des directeurs qui ont organisé la rencontre avec leurs agents et voilà, des agents qui sont en présence de leur hiérarchie. C'est compliqué pour la parole. Ce qui est important, c'est de pouvoir librement aller rencontrer des usagers, des agents, les personnels d'accueil aussi, on a rencontré sur certains sites qui étaient surpris, mais qui en même temps ont été généreux de leurs paroles et qui ont plutôt apprécié qu'on aille vers eux. Voilà. Sinon, on s'adressait aussi bien à des individus qu'à des groupes. Et là aussi, une petite remarque, c'est que le groupe, c'est parfois, ça peut aider à libérer la parole, mais parfois, ça peut aussi avoir un effet bloquant. On a eu affaire à un groupe qui se connaissait depuis peu de temps. Et en fait, les personnes avaient beaucoup de mal à s'exprimer les unes devant les autres. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant. Et sur le terrain, nous étions des groupes de deux personnes, comme je l'ai dit au début, plutôt avec des collègues d'autres services, parfois d'autres directions, avec aussi des personnes du Lucas. Et sur je vais faire un petit point peut-être sur les interviews. Parfois, c'est bien que ce soit la personne du conseil départemental qui fasse l'interview parce que ça permet de passer les barrières. Et parfois, c'est mieux, par exemple, que ce soit une personne du Lucas qui est plus neutre par rapport au territoire et de façon à ce que les personnes rencontrées ne se mettent pas dans une position institutionnelle par rapport dans la relation au conseil départemental. Il me reste encore un petit peu de temps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer la parole à Sonia Ducasse et après, on ouvrira une petite période de questions. Et comme ça, je pense que tu pourras Ouais. développer d'autres points. On te questionnera sur d'autres points. C'est juste que je vais devoir vous quitter assez rapidement. J'avais plus que deux Oui, ou trois petits points alors nous t'écoutons dans ce cas. voilà. Si. Ce que je voulais parler, c'était du temps de restitution. Bon, c'est un temps qu'on a vécu et je pense que c'est important de bien recontextualiser la provenance des paroles parce que c'est un moment, la restitution, où beaucoup d'informations sont données et les participants doivent pouvoir... j'ai un problème d'écran. Non, c'est bon. Doivent pouvoir bien faire la différence entre une parole de professionnel, par exemple, et une parole d'usager. Les participants peuvent, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je le disais, d'informations qui sont données, et parfois les participants peuvent lire un petit peu tout au même niveau,
et prendre une parole d'usager pour quelque chose qui est une affirmation, une généralité. Ça peut créer des petites confusions. En tout cas, on a eu ce petit souci-là. Donc, c'est bien juste que ce soit clair sur ce point. Et après, je vais terminer avec deux petits points. Un point qui peut être celui de la frustration parce qu'on entend beaucoup de choses dans ces immersions, mais on ne peut pas tout raconter. Enfin, on ne peut pas raconter tout ce qu'on a entendu et on ne peut pas non plus creuser toutes les paroles ou tous les sujets. Mais il faut accepter, voilà, ça dès le départ parce que c'est la frustration, en tout cas, fait partie un petit peu de la démarche de ce point de vue-là. Et le dernier point sur lequel je serai brève parce que je n'ai pas de retour sur la suite en fait puisque nous sommes encore nous dans la phase de réalisation. Mais ce que je peux dire quand même sur ce que ces immersions nous ont apporté, c'est que ça nous a permis de reformuler certains enjeux ou de nous interroger sur certains points, sur notre façon, par exemple, de nommer les choses, parce que la pratique artistique ou culturelle, pour nous, c'est assez évident. Mais enfin, beaucoup de jeunes nous ont dit enfin, nous ont répondu par une activité sportive, ou nous ont répondu en nous disant qu'ils n'avaient pas d'activité culturelle, ce qui était complètement faux quand on creusait un petit peu les choses. Donc voilà, ça nous a renvoyé cette chose-là. Et puis d'autres questions comme pourquoi les jeunes abandonnent leur pratique et comment on pourrait faire mieux connaître les structures existantes. Parce que par exemple, je parlais des cafés au début, on a eu des rencontres dans des cafés. Enfin, un des cafés était au pied d'un conservatoire et les jeunes n'avaient pas de connaissance de cet établissement, donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Et un autre point, par exemple, ce sont les espaces d'attente dans les conservatoires. On a vu des mamans qui attendaient toute l'après-midi avec voilà, parce qu'il y a plusieurs enfants qui suivent des cours. Donc, comment retravailler, par exemple, ces espaces pour qu'ils permettent aux parents de travailler pendant ce temps d'attente et aux enfants, par exemple, de jouer. Voilà, je m'arrêterai là, sauf s'il y a des questions. Eh J'espère ben, que merci c'était éclairant. Nadine. Oui, on va passer la parole à Sonia et on ouvrira des questions après. Alors, bonjour Sonia. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Donc, Super. pour Alors, replacer dans son contexte, la démarche, c'était en 2023. Donc mm, là, on est plus loin. Vous avez eu le temps de voir les effets, etc. Le schéma est réécrit. Et bah, de la même manière, on veut bien savoir à quelle personne vous avez pu parler, ce qui a été intéressant et surtout, c'est quoi les suites de l'immersion. mm, mm. Juste dire en tout cas que je me retrouve dans énormément d'éléments, quasiment tout ce qu'a pu formuler Nadine, notamment sur la transversalité que ça peut produire aussi en interne au sein des services du conseil départemental. Le deuxième point que j'ai retenu, comme ça j'y reviens pas après, c'est l'anticipation et le temps que les immersions demandent, ce qu'elles déclenchent, la spontanéité de la parole et ce que ça permet, en tout cas sur le travail au niveau des politiques culturelles, et nous, en l'occurrence, dans le cadre de la redéfinition du schéma, ça a vraiment permis de s'approprier une autre vision des choses et de faire un pas de côté. Voilà, donc ça, c'était vraiment ces 4 points sur lesquels je voulais revenir. Pour la démarche, donc effectivement, elle prenait place en amont d'un nouveau schéma. Donc, on a travaillé durant 9 mois et comme Julie, tu l'as bien reprécisé en introduction, il faut bien se remettre en tête que ces immersions, elles sont un maillon de toute une méthodologie qui prend place dans un co-diagnostic. Et donc, ces immersions, nous, elles nous ont permis, dans cette phase de co-diagnostic, d'aller à la rencontre de plus de 70 personnes grâce à des visites sur le terrain, des entretiens avec des équipes pédagogiques, mais aussi on a interrogé des élèves et leurs familles. Ça, pour nous, c'était vraiment une première. On n'avait jamais été jusqu'à consulter des usagers dans une démarche de redéfinition du schéma. On a interrogé des pratiquants amateurs et jusque des usagers de centres sociaux. Donc voilà, un petit peu les mêmes problématiques et les mêmes attentions que celles que Nadine a pu évoquer. Donc ces immersions, pour nous, elles avaient un vrai sens justement parce qu'elles prenaient place au sein d'une démarche plus globale de co-diagnostic. Donc Julie l'a précisé aussi, hein, elles prenaient place au milieu d'entretiens qui avaient été menés par le sociologue Raphaël Besson. Elles prenaient place aussi au sein, à l'occasion ou entre des ateliers collaboratifs, et elles venaient compléter des contributions qu'on avait souhaité aussi être plus larges grâce à un questionnaire en ligne qui permettait de fait
de toucher un plus grand nombre de personnes, puisqu'on a eu à peu près une centaine de contributions complémentaires en ligne, en plus des 70 personnes que l'on a pu interroger voilà, de manière directe et physique. Donc pour nous, ces immersions, c'était une véritable méthodologie de travail participative qui nous a vraiment permis de pouvoir consulter un grand nombre d'usagers, chose que très honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire, ou en tout cas sur cette quantité-là de retours, si on avait travaillé seul. Donc l'importance, effectivement, dans ces immersions, comme l'a dit aussi Nadine, c'est de pouvoir être en équipe et d'avoir un regard et une écoute du public à double niveau. Voilà, la présence effectivement des équipes du Lucas était très importante, puisque parfois on sentait que les usagers parlaient à des agents du département. C'était peut-être parfois un peu intimidant. Et de fait d'avoir quelqu'un du Lucas, ça permettait aussi de déverrouiller pas mal de choses. Ce que ces immersions nous ont appris, c'est de savoir faire un pas de côté, parce que même si on avait des guides d'entretien et des outils, finalement, le public et les usagers notamment nous ont amenés à des endroits auxquels on n'aurait pas du tout pensé, en fait, puisque souvent on est enfermé dans nos visions, et que même si on souhaite des démarches participatives à travers les guides d'entretien, on avait identifié des enjeux ou des thématiques voilà, qui nous semblaient évidentes. Et grâce à ces immersions, on a eu la chance d'avoir des paroles d'usagers qui nous ont amenés vraiment sur d'autres terrains. Et ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant et riche, parce que ça a permis aujourd'hui d'avoir un schéma avec, du coup, qui amène aussi avec des projets qui se construisent aujourd'hui avec les habitants. Et ça, c'est vraiment issu aussi de leurs paroles. Donc, en fait, ça nous a aussi amené, nous, en tant que professionnels, à changer de regard et à se dire qu'on doit sans cesse réinterroger les choses. Même si on a toujours ça dans un coin de notre tête, les immersions, elles nous le font vraiment bien sentir, parce que ce que l'on croit être acquis ou ce qui nous semble évident, en fait, ça l'est pas tant que ça. Et les usagers, lorsqu'ils nous parlent dans ces moments-là, ils n'ont pas tous les filtres que nous, professionnels, on peut avoir. Et du coup, ils expriment vraiment leurs besoins, leurs ressentis et leurs envies en direct. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment quasi dans de la participation citoyenne. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et pour finir, ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc le schéma, il a été voté en 2024, donc on est sur les 2 premières années de mise en œuvre opérationnelle. Et du coup, les immersions, cette méthode que nous a amené le Lucas, nous, on a vraiment souhaité l'inscrire complètement dans la nouvelle gouvernance et dans la nouvelle mise en œuvre du schéma. Donc, ce qu'on aurait vraiment souhaité, c'est que dès le vote du schéma, on puisse continuer des immersions dans les structures. On aurait souhaité aussi que certaines structures s'en emparent seules. Là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué sans accompagnement de notre part, que les structures se lancent seules dans ces étapes-là. Donc, on va commencer modestement là avec une des structures et sur une thématique précise qui est celle des enseignements musique actuelle. Voilà, pour vous donner un exemple. On va repartir là avant l'été en binôme avec un des collaborateurs musique actuelle, donc un agent du département et puis un collègue qui travaille dans un établissement d'enseignement artistique. On va aller faire un petit peu le tour de structures volontaires, et on va faire ce qu'on appelle des mini-immersions ou des immersions partielles, parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'à rencontrer des usagers, mais en tout cas, on va organiser des immersions au sein des équipes d'enseignants et des dirigeants bénévoles associatifs, voilà, pour mener des entretiens et avoir des échanges sur la base de notre diagnostic qu'on a fait spécifiquement sur les musiques actuelles et qui a été réalisé en 2025, donc après le vote du schéma. Et donc, ces immersions, on souhaite qu'elles nous permettent de travailler des axes, des enjeux qui sont aussi ressortis de ce diagnostic pour préciser les besoins du terrain et surtout co-construire avec ces personnes-là des projets qui pourraient voir le jour à partir de 2027, mais des projets qu'on souhaite en réseau, c'est-à-dire qui vont rassembler plusieurs structures d'enseignement artistique du territoire. Voilà. Donc, juste pour terminer, on pourrait dire que ces immersions, ce sont à la fois des temps
qui sont très inspirants, qui sont aussi des temps de partage de pratiques et qui sont pour nous aussi, en tout cas c'est comme ça qu'on les voit, un espace supplémentaire de réflexion sur l'évolution du schéma. Parce que ça va être pour nous aussi un endroit où on va venir un petit peu questionner les axes du schéma, les remettre en question, les évaluer aussi. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Merci Sonia. Alors, pour la suite, on avait prévu, parce que Sonia et Nadine, elles vont devoir nous quitter un peu avant midi. Donc on avait prévu déjà d'ouvrir une première phase de questions-réponses. Donc j'en profite, Sonia, pour te poser une question qui a été posée dans le chat là. Mhm. Donc merci pour vos témoignages. Quelle est la place des équipements culturels et de leurs équipes dans ces immersions, les bibliothèques, les lieux et scènes, les artistes, etc. Alors, dans le cadre de notre schéma, on avait réalisé des immersions uniquement dans les lieux d'enseignement artistique et sur un centre social seulement. On n'avait pas eu le temps d'aller jusque dans les bibliothèques et les lieux et scènes et artistes. Aussi parce qu'on était dans le cadre de révision du schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques et que dans la manière dont c'est construit dans notre département, on a d'autres schémas culturels, un schéma pour la pratique professionnelle qui concerne donc le secteur des musiques actuelles et du spectacle vivant et un autre schéma lecture publique. Donc on aimerait beaucoup à terme les faire davantage dialoguer, mais pour les immersions, on s'était resserré uniquement sur les équipements d'enseignement ou le lien qu'ils pouvaient avoir avec d'autres publics plus éloignés de la culture et notamment les publics de centres sociaux. Donc on n'a pas été dans les lieux bibliothèques, etc. Et donc je pense que ça répond à la totalité de la question puisque j'imagine que dans l'équipement culturel, vous faites allusion à ces équipements culturels de proximité hors établissement d'enseignement artistique. Et en tout cas, les équipes de ces lieux-là, on les a toujours associées aux immersions, même si c'est nous, avec les équipes du Lucas, qui menions les entretiens et qui animions les outils que vous avez vus en début de webinaire. Néanmoins, comme Nadine l'a dit aussi, on préparait ces immersions en amont et donc on avait des complices dans chaque lieu voilà, qui venaient avec nous aussi compléter l'équipe en fonction sur le moment et notamment des enseignants de ces établissements. Merci. Est-ce que Nadine, tu veux dire aussi un petit mot de la place du coup des acteurs dans vos immersions? Alors, ce qui est médiathèque, nous avons intégré, ça, on y est allé. Ensuite, les acteurs culturels, c'est vrai que j'en ai moins parlé parce que ce sont les relations faciles pour une direction de la culture. J'ai plus insisté sur les autres établissements. Alors, c'est vrai qu'on a quand même mis un focus sur les établissements qu'on ne serait pas allé rencontrer spontanément ou avec lesquels on a moins de liens. Et les acteurs culturels, par contre, directeurs de lieux, etc., on les a toujours invités, nous, dans les temps de travail organisés avec vous. Euh, donc, il y avait un mélange enseignement artistique, acteurs culturels, voire réseau. Donc, forcément, ils étaient intégrés d'une façon ou d'une autre, soit dans les temps d'immersion, soit dans les temps de travail. En fait, donc les acteurs culturels, ils peuvent participer aux ateliers qui sont organisés dans le cadre de la démarche, donc aux ateliers de concertation. Il y en a certains qui sont aussi interrogés à travers des entretiens. Et Ouais. là, ce n'était pas le cas dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans le Val d'Oise, mais il y a aussi des départements ou des communautés de communes dans lesquelles l'équipe projet se compose à la fois d'acteurs, d'agents du département et aussi de personnes qui sont dans d'autres structures. Donc, ça a été par exemple le cas dans le département de la Manche où ben, on a une association qui a un pôle culturel, donc avec Dominique Gaillet qui lui contribue à l'équipe projet et qui lui aussi est allé faire des immersions, ou alors de la même manière, il y a une directrice d'un établissement d'enseignement artistique qui est allée faire des immersions. Donc en fait, ils font parfois partie de cette équipe projet qui s'immergent. Donc ils vont, eux aussi, on leur propose finalement en plus des temps de concertation, ils vont pouvoir exprimer leurs enjeux, leurs points de vue. On leur propose aussi de se déplacer et d'aller visiter d'autres structures et de contribuer à cette collecte de témoignages et à cette remontée d'enjeux en fait sur le terrain. Ce que je peux juste rajouter, c'est que ce temps dédié aux immersions, malheureusement, il est limité et donc ça oblige aussi à faire des choix. Donc on avait au départ une liste immense
Mais voilà, il faut choisir, avoir quelques axes. Pour nous, c'était la transversalité, c'était couvrir le territoire. Enfin, voilà, on n'a pas pu rencontrer tous les acteurs qu'on aurait souhaité rencontrer. Voilà, c'est ça aussi qui contraint à limiter certains acteurs ou à choisir leur place. Voilà, ça peut être, si c'est pas dans l'immersion, ce sera en atelier. Il faut trouver un équilibre. Alors peut-être Nadine, avant que tu partes, il y a une question sur articulez-vous plus particulièrement les immersions, les diagnostics et les projets culturels avec les services de politique sociale. Donc peut-être plutôt tous les liens avec les politiques sociales à ce stade, parce que vous, on est encore en phase de diagnostic. Oui, à ce stade, on a eu le souhait de mener les choses en transversalité. Ensuite, ce que ça produira, malheureusement, je ne peux pas trop intervenir encore. Euh, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nos collègues sont invités à toutes les étapes. Donc, on espère que ça produira des projets, des façons de travailler différentes. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas d'exemple concret encore. Mais nos collègues nous ont accompagnés soit pendant les immersions, soit pour l'organisation des rendez-vous. Je suis désolée, c'est pas Il n'y a très pas de satisfaisant souci. On me dit dans l'oreillette réponse. qu'il y a Yves Armel Martin dans la salle qui peut parler de ce qui s'est passé dans le 77. Voilà. Est-il présent? Sauvé Oui, par les Armel. bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Oui. Ouais, c'est bon, ok. Et bonjour à tous. Juste un mot sur cette question du lien avec le social. C'est une question qui revient souvent dans les départements, évidemment, puisque c'est une compétence qui est majeure et c'est aussi une manière d'aller rejoindre des publics qu'on a parfois du mal à atteindre. Je voulais juste dire, on vient de terminer une démarche particulière avec la Seine-et-Marne, le 77, spécifiquement sur une feuille de route commune entre la culture et un peu plus largement aussi avec le sport et l'environnement avec les services qui sont en lien avec des publics, notamment les services du social et le service de l'éducation. Et là aussi, un des sujets, ça a été euh, de, de faire des immersions, mais là, c'était d'aller voir ce qui se passait dans les services sociaux du département pour que les acteurs de la culture, du sport, etc., aillent voir leurs collègues et créer cette rencontre parce qu'on est souvent dans des organisations qui sont très cloisonnées. Et là, c'était une immersion qui n'allait pas forcément jusqu'à l'habitant, parce que c'était très large, mais déjà d'aller voir le collègue qui est sur le terrain et qui a un métier qui est très différent, qui n'a pas forcément la même perception de la culture. C'était hyper intéressant et ça permettait de révéler qu'il y avait déjà plein de coopérations qui existaient, mais qui étaient non valorisées par l'institution. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui est récurrent, et que notamment à l'échelle de département, ça se travaille aussi à différents endroits. Voilà, alors, juste pour compléter, on ne parle pas non plus de rien puisqu'il y a vraiment déjà des collaborations en interne entre par exemple, nos collègues du service des publics et puis certaines directions en lien avec le social, que ce soit la maison de l'enfant, pour la maison de l'enfance, autour du handicap. Enfin, il y a déjà des collaborations qui existent. Mais on peut espérer que ce qui a été fait dans le cadre des immersions ou autour du schéma puisse générer peut-être encore d'autres facilités de collaboration. Ce que j'observe pour ma part, c'est que quand on va dans des lieux du social en immersion, on va donc collecter des témoignages de professionnels, on va pouvoir avoir une description concrète des projets qu'ils aimeraient mener, de là où ils en sont, des besoins qu'ils ont. Et du coup, cette matière, on l'a ensuite dans notre diagnostic et on s'en sert aussi en co-construction si on travaille une action en lien avec des professionnels du social. Donc l'immersion, c'est l'une des manières de travailler en fait sur ces liens qui peuvent exister entre les politiques culturelles et puis celles du social, parmi d'autres. Il y a d'autres manières. Oui, c'est ça. Puis comme tu le dis, d'avoir une matière au-delà de celle qu'on a déjà ou des collaborations existantes, d'avoir une matière pour la suite, une matière nouvelle pour la suite et qui vient du terrain pour le coup. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant. Alors, merci Nadine, Sonia, si vous devez nous quitter, bah, n'hésitez pas à y aller.
Je vais passer Merci. la parole maintenant à Alexia, hop, qui Tout va à nous fait. parler un peu de l'immersion sous l'angle de la designer UX design. Alors dis-nous. Moi, je vais vous parler du coup de l'aspect de l'expérience utilisateur. Donc, c'est un terme qui est un peu euh, qui vient d'autres disciplines, qui vient souvent plus du numérique et des interfaces. Donc, c'est là dont on le connaît. Mais en fait, c'est un terme enfin, c'est une discipline qui s'applique dès lors qu'on va prêter attention, veiller et travailler sur l'expérience des usagers. Et c'est vraiment ce qu'on fait euh, lors, euh, lors des immersions. Donc moi, pour vous donner un petit peu de contexte, je suis UX, UI designer et designer de service au Bureau des possibles et depuis l'année dernière, j'interviens aussi dans les démarches du LUCA. Donc je facilite et j'anime les ateliers des démarches de co-construction, que ce soit sur des politiques publiques ou sur des interfaces. Donc c'est vraiment quelque chose, l'UX qui intervient de façon transversale. Et après, ça passe aussi par restituer toute la matière qu'on va récupérer lors des échanges, lors des diagnostics et des démarches d'aller vers. Donc, je vous disais que l'UX, ça s'applique aussi à l'immersion et à l'enquête. Ça s'applique dès qu'on commence la démarche, dès qu'on va concevoir les supports, les points d'accroche qu'on va proposer dans les différents espaces où on va aller. C'est ce que vous a présenté Margot. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir des supports le plus inclusifs possible. On va essayer de permettre à tous de participer, de ne pas exclure d'usagers potentiels et aussi de ne pas exclure les non-usagers. Du coup, ça va vraiment se transparaître dans le fait qu'on va veiller au temps que les personnes ont à nous accorder. On va essayer d'avoir un support d'accroche qui va donner envie aux gens de venir, mais qui ne va pas être trop chronophage. On va essayer de poser des questions simples. On va essayer aussi d'avoir un juste milieu pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de la démarche sans qu'on ait besoin de leur expliquer tout, tout ce qu'on est en train de faire, mais que voilà, on puisse leur donner un peu un point d'entrée et qu'ils puissent du coup comprendre ce qu'on fait et que ça puisse leur donner envie du coup de nous consacrer un peu plus de temps. On va du coup veiller à leur bonne compréhension, parce qu'on va essayer de se mettre à leur place et de se dire que tout le monde n'est pas renseigné, tout le monde ne se sent peut-être pas concerné. Et l'idée, c'est que peu importe où on se place dans le sujet qui est traité lors de l'immersion, chacun puisse donner sa parole quand même. Donc ça va aussi passer par la formulation, les mots, le vocabulaire qu'on va utiliser sur les supports. On va veiller à ce qu'ils soient adaptés à tous. Souvent, on a des familles avec des enfants. Donc voilà, il faut qu'aussi eux puissent participer, qu'ils ne se sentent pas exclus et que du coup, les parents puissent aussi se sentir à l'aise de venir avec leur enfant. Ça va passer par, du coup, sur ces supports, avoir souvent une question assez générale. C'est des choses qui, quand on a été en immersion dans le Pays de Cran avec les agents de la lecture publique pour leur co-diagnostic, ça les a surpris parce qu'on est arrivé avec une question sur quel est votre rapport à l'art et à la culture, alors que nous, on était vraiment sur un co-diagnostic des enjeux du schéma de la lecture publique. Et donc, du coup, elles se sont vraiment questionnées sur pourquoi on ne parlait pas tout de suite de la lecture, des enjeux de bibliothèque. Et c'est en fait au fur et à mesure, quand elles se sont appropriées ces supports-là, qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était vachement plus simple d'avoir une question très large qui parle à tout le monde pour après du coup venir un peu questionner, titiller, venir chercher des choses dans ce que les personnes vont commencer à raconter pour après partir sur les autres supports, le questionnaire, venir avec un peu d'autres questions, chercher d'autres choses et capter l'attention des usagers. Et ça, c'est donc plus pour la partie conception des supports. Et puis après, ça se déploie sur l'entièreté de la démarche d'aller vers. Donc la recherche utilisateur, c'est un gros terme, mais en fait, on est vraiment là pour avoir une posture d'attention, une posture dans l'écoute, l'observation. L'idée, c'est de venir capter ce qu'on appelle les points de friction, donc les moments où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se produit, que ce soit bien ou que ce soit négatif, c'est ça qu'on va venir un peu capter. On va venir voir les habitudes des personnes, comment elles s'approprient les lieux. On va venir capter comment elles se comportent vis-à-vis des autres, vis-à-vis des agents dans les lieux où on va aller, vis-à-vis du mobilier, des espaces. Et donc là, ça va vraiment être dans le regard qu'on va venir capter toutes ces choses-là. Et on va du coup, dans cette posture d'attention, se focaliser aussi sur les non-usagers. On va porter un peu notre regard aussi sur eux pour comprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment un enjeu parce qu'il ne faut pas les exclure.
Et donc, souvent, ça passe aussi par des stratégies pour aller les chercher. C'est un peu ce que disait Nadine. Donc là, il faut vraiment trouver comment aller chercher ces non-usagers. Et pour reparler un peu de l'exemple de Cran, qui est une communauté de communes, on est intervenu dans un milieu assez rural. Et pour vous donner un peu de contexte, il y a un grand équipement, une grande médiathèque qui est assez bien identifiée et des plus petits équipements. Et du coup, la stratégie, ça a été pour aller capter ces non-usagers, de ne pas se tourner vers ce grand équipement, mais d'aller faire tous les petits lieux culturels, les lieux sociaux qui étaient autour des plus petits pour aller chercher un peu ces non-usagers. Et on s'est retrouvés à la Maison des Jeunes un mercredi après-midi en plein goûter avec eux. On s'est retrouvés à la piscine en mois de juillet avec du coup une stratégie assez maligne des agents sur place qui se sont coordonnés avec l'équipe de la piscine pour que du coup on intervienne pendant les inscriptions des familles pour la rentrée scolaire. Donc du coup, pendant que tout le monde faisait la queue, nous on proposait notre dispositif d'immersion et on était là aussi un peu pour les occuper et capter des choses. Et là, on était vraiment sur quasi que des personnes qui ne venaient pas en bibliothèque. Et ça a été ultra riche pour les agents qui nous ont accompagnés et qui se sont formés à la démarche, parce que ça a eu un enjeu double, et de répondre aux questions de l'immersion, et aussi d'être un premier point de contact avec la bibliothèque qui s'est déplacé un petit peu vers les gens, et qui a permis de répondre à des questions autres que celles de l'immersion, qui étaient quand est-ce que la médiathèque est ouverte, quels sont les tarifs pour s'inscrire, et c'est des choses en fait du concret des gens qui sont venus en fait répondre aussi à des questions de l'immersion sur les points de communication, ces choses-là, et qui ont nourri la démarche au global. Et ça rejoint ce qu'ont dit Sonia et Nadine sur le fait de préparer, d'anticiper, de chercher en fait toutes les petites stratégies, comment aller capter ces non-usagers, où est-ce qu'on se place et où est-ce qu'on se positionne et où est-ce qu'on tourne notre regard. Merci Alexia. Alors, on va passer à un gros sujet et non des moindres, qui est comment on collecte ces témoignages, comment on les retranscrit, comment on les analyse, comment on les utilise. Oui, gros sujet. Parce que c'est vrai que on vous parle depuis tout à l'heure donc de tous ces témoignages, mais concrètement, quelle est la matière qui ressort en fait de ces immersions? Ça nous paraissait important de faire un petit focus dessus. Donc pendant ces immersions, effectivement, donc on vient récolter du témoignage, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on a tout de suite envie de mettre du chiffre en fait sur ce genre de choses, sur combien de lieux on a vu, combien de personnes on a interrogé, est-ce qu'on a été exhaustif. Alors que là, on va être dans un diagnostic donc, qui est qualitatif, qui va être sur de la perception du sensible. Quelle est la matière qui en ressort? On va avoir plusieurs choses. On va avoir donc, des photos déjà qui vont venir illustrer les choses qu'on a pu voir. On va avoir nos impressions, nos observations. Ça peut être intéressant dans un lieu, par exemple, de regarder quels sont les contre-usages d'un lieu, quelles sont les choses qui sont mises en place mais qui n'ont pas été répertoriées. On inventorise un peu les choses qui se passent sur les lieux où on se trouve. Et puis surtout, la matière avec laquelle on va travailler le plus, en tout cas au Lucas, les verbatims. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un verbatim? Un verbatim, en fait, c'est une citation. C'est un morceau de dialogue qu'on va prendre tel quel et qu'on va venir contextualiser avec donc qui l'a prononcé, dans quel contexte. Comme le disait tout à l'heure Nadine, il faut faire attention au verbatim, c'est des perceptions d'usagers. C'est important de dire que c'est pas une vérité absolue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une perception de l'usager. Et c'est là-dessus que nous, on vient vraiment travailler parce qu'en fait, elle va venir retranscrire une réalité. Typiquement, en fait, quand un usager va dire ah bah chez moi il ne se passe rien, on ne dit pas qu'il ne se passe rien. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les usagers n'ont pas cette perception-là. Et donc que peut-être qu'il y a des soucis de communication ou alors que les gens ne vont pas aller assez se renseigner. Et donc peut-être qu'il faut faire des démarches d'aller vers. Tout ça, en fait, va faire remonter des points de vue concrets qui vont illustrer en fait des problèmes et des enjeux. Et c'est là-dessus qu'on va venir en fait travailler. Comment on va analyser du coup toute cette matière? En fait, on va venir travailler euh, l'objectif du coup de cette analyse. Déjà, ça va être d'illustrer de grandes tendances.
En fait, on va pas prendre un témoignage pour acquis et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un enjeu stratégique dans notre politique culturelle. Non, ça va venir vraiment apporter des points de vue sur ce qui se passe, une réalité de terrain. L'idée, c'est pas venir non plus de contredire ce qui est fait du point de vue stratégique, au point de vue de la collectivité ou d'un établissement. Par contre, on vient vraiment illustrer comment c'est utilisé, comment c'est perçu par les usagers ou les professionnels qui peuvent aussi représenter certains types de publics. On va faire aussi du coup émerger des problématiques transversales. C'est pas un témoignage qui va faire une vérité absolue. Par contre, en ayant interrogé une dizaine de personnes sur différents lieux, mais qui traversent tous la même problématique, on va pouvoir faire émerger du coup un enjeu transversal. Et puis parfois, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, mais ça peut être intéressant. C'est un outil de diagnostic qui existe. On va pouvoir venir personnifier ces usagers ou non-usagers, ces publics, par des personas. Donc, des personnes qui vont nous permettre de venir illustrer aussi ces points de vue, sans pour autant que ce soit une personne, mais venir regrouper plusieurs témoignages qui viennent du coup illustrer un type de cible qui sera forcément un peu caricatural, mais qui nous permettra de travailler des axes derrière sur l'écriture d'une politique culturelle. Comment on analyse tout ça? Déjà, on a un premier travail à chaud, en fait. En tant qu'intervieweur, on va avoir des surprises. Certaines choses que les gens vont nous dire vont nous paraître soit pas cohérentes vis-à-vis de choses qu'on a pu entendre, soit en fait complètement contradictoires avec les hypothèses qu'on avait initialement. On va avoir, on va avoir les répétitions, donc des choses qui nous ont été dites plusieurs fois. Et puis parfois, dans l'autre sens de la surprise, on va avoir des choses qui vont venir confirmer les hypothèses qu'on avait déjà émises et qui du coup viennent appuyer les hypothèses qu'on avait initialement. Ensuite, on va avoir une analyse thématique. Donc là, en fait, ça va être la convergence des témoignages. On va aussi pouvoir voir, ce qui est intéressant, c'est les thématiques absentes. Au Lucas, on travaille beaucoup sur les transitions culturelles, qu'elles soient sociales, écologiques, économiques, et j'en passe. Euh, et typiquement, ça peut être intéressant de voir qu'une de ces thématiques est absente dans un diagnostic. Euh, et puis, du coup, les récurrences de termes ou de noms. Typiquement, voir que dans un diagnostic de territoire, on nous cite un seul lieu ou un dispositif qui est complètement plébiscité par l'ensemble des usagers, c'est super important de le faire ressortir parce que ça veut dire que c'est une porte d'entrée sur laquelle on peut s'appuyer pour le reste de la démarche. Et puis enfin, du coup, une analyse transverse où en fait on identifie vraiment les besoins du territoire, les choses qui vont être vraiment transversales, des sujets typiquement la mobilité dans les milieux ruraux. Ça peut être un public en particulier qu'on va vouloir venir toucher typiquement dans des démarches départementales parce que c'est des publics prioritaires du département ou de la ville. Toute cette analyse du coup de verbatim, d'observation, de photos, etc. On l'a fait en discutant entre nous avec les personnes qui sont parties en immersion, mais parfois on peut être aussi aider des outils IA qui ont beaucoup évolué entre les premières immersions qu'on a menées avec le Lucas et aujourd'hui. Donc, on a des outils de transcription de notes, typiquement, qui peuvent être très utiles sur, pendant un entretien, prendre les verbatims en note, forcément, ça casse un petit peu aussi le côté spontané de l'échange. Typiquement, on a des outils de transcription qui existent des outils du coup pour l'analyse globale où en fait ils vont pouvoir nous aider à sortir ces fameux enjeux transversaux et puis contextualiser aussi parce que c'est des outils qui vont nous permettre de donner l'ensemble d'une documentation d'un territoire et du coup de pouvoir mettre en miroir les témoignages qu'on aura eus pendant l'immersion face à cette documentation et du coup faire ressortir ces incohérences ou cohérences entre ce qui est fait et ce qui est perçu sur le terrain.
Voilà, je suis passée très vite, c'est un gros morceau en fait de la démarche, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre après le témoignage de Léa. Et merci Mathilde. Alors, trêve de partage méthodologique. Et maintenant, on aimerait que Léa Souchard puisse prendre la suite. Donc, Léa, si tu peux Oui, simplement te présenter et puis nous dire un petit peu, nous redonner la temporalité de votre ouais, les démarche. éléments de contexte de la démarche, Oui. super. Bah, merci, bah, bonjour à toutes et tous. Donc au département du Doubs, en fait, on a engagé la démarche donc avec le Lucas, donc l'accompagnement pour la révision de notre schéma départemental des enseignements artistiques. Donc ça, c'était en 2023, on a commencé, mais le gros de la démarche d'enquête et puis des ateliers, c'était vraiment sur l'année 2024. Et en fait, ça s'est fait donc sur une année parce qu'on a pu faire aboutir le vote du schéma en décembre 2024. Et donc en fait, voilà, comme Nadine et Sonia, on était vraiment sur cet enjeu de révision du schéma et la démarche d'immersion, donc elle arrivait assez tôt donc dans la phase de co-diagnostic et on a pu faire oui un bon panel d'entretien. Pour nous, l'enjeu c'était de montrer un peu, enfin d'aller voir un petit peu la diversité des lieux d'enseignement, donc des conservatoires, des écoles de musique en milieu rural. Mais en fait, on est resté quand même plutôt sur les lieux de pratique. On a eu un moment la possibilité d'interroger des jeunes qui étaient qui assistaient en fait à une action d'éducation artistique et culturelle. Et donc, c'est le seul endroit en fait où on a pu rencontrer un peu du non public. Mais sinon, c'était vraiment pour nous mieux comprendre en fait le fonctionnement interne de ces lieux et voir aussi donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, un petit peu comment elles s'inscrivaient dans un réseau de collaboration ou pas avec d'autres structures sur leur territoire. Donc, on a essentiellement interviewé et été en contact avec soit des professeurs, enfin des membres des équipes pédagogiques, ou alors effectivement des usagers, que ce soit des élèves ou alors les parents d'élèves et aussi les bénévoles dans les associations. Donc, enfin, en tout cas, par rapport à ce que la démarche nous a appris, enfin, déjà, je trouve que c'était très riche au niveau de la dynamique d'équipe, en fait, parce que voilà, ça nous a collectivement mis dans une posture aussi où on était apprenant un peu sur les méthodes, où en fait, donc il y a un temps de formation, d'accompagnement que Julie nous avait proposé. Et en fait, ça nous permettait aussi déjà de nous projeter sur l'exercice. Et je pense que c'était nécessaire pour s'approprier les supports donc, qui ont été présentés par Alexia notamment. Effectivement, c'est vraiment aussi là que ça se joue, en fait, de pouvoir être nous un peu médiateurs pour aider un petit peu la parole des personnes interrogées et en même temps donc de pouvoir derrière garder une trace un petit peu de ces témoignages-là. Et donc en fait l'essentiel du temps de formation nous a été assez condensé. Et en fait, c'est vraiment après, je pense, sur le terrain qu'on apprend en faisant. Donc ça, c'est aussi très intéressant de se tester un petit peu dans l'exercice au fur et à mesure et puis d'être appuyé par l'équipe du Lucas ou du Bureau des possibles. Parce que effectivement, donc nous, on était assez ravis de ce pas de côté, de sortir de notre rôle habituel de chargé de mission, d'être plutôt sur une posture institutionnelle. Enfin, pour moi, le gros, le gros apprentissage sur cet exercice de l'immersion, c'est d'avoir vraiment cette posture de neutralité, d'avoir une vraie écoute, en fait, d'être vraiment dans une posture d'attention sans préjugés. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps quand même à quitter un petit peu nos habitudes professionnelles pour là aller vers plutôt quelque chose qui nous place un peu presque comme des sociologues en fait. Et c'est en même temps c'est hyper enrichissant et chouette. Mais il y a vraiment ce petit temps de lâcher prise en fait. J'ai envie de dire pour être disponible à un nouveau rôle en fait qu'on va jouer pendant donc une journée, 2 journées sur le terrain. Et voilà, d'être vraiment dans cette posture un petit peu de retrait, d'observation fine, d'écoute, et puis voilà, dans un positionnement assez neutre et justement voilà pour que chacun se sente à l'aise et qu'on n'ait plus notre casquette un peu d'agent du département. Donc ça, c'était vraiment un vrai apprentissage et de constater
à quel point c'était vraiment utile et nécessaire de pouvoir, en fait, dans notre temps professionnel. Pour moi, c'était aussi cette question de légitimer, en fait, dans l'exercice professionnel de nos missions, voilà, le fait d'avoir des temps qui sont quand même assez chronophages, faut le reconnaître, mais derrière de voir à quel point ça avait une plus-value parce que finalement, on reconnecte vraiment avec le cœur de nos politiques qui sont les usagers. Et c'est vrai que ça nous montre, je trouve, après, je pense que au-delà de l'immersion en tant que telle et puis de son utilité pour le schéma, je pense que tous les agents qui ont participé à l'exercice, enfin, c'était vraiment aussi très riche sur en fait, voilà, des fois, on est un peu pris dans nos métiers et en fait, on peut des fois aussi avoir des raisonnements qui sont plus focalisés sur les structures, la coopération entre elles, entre l'institution, enfin le département et elles. Et en fait, des fois, les usagers, ils passent vraiment en dernier, alors que là, ça nous oblige à nous reconnecter directement avec eux. Et ça, c'est vraiment très, très important, je pense. Et donc voilà, vraiment se dire que c'est eux qui doivent être au cœur de nos préoccupations. Et c'est vrai que c'est aussi vraiment dans ces moments-là où on se rend compte aussi des fois des écueils que peuvent avoir certaines démarches. On a un traitement voilà, purement à travers des comités de pilotage ou des choses où on a l'impression de suivre un dossier. Mais en fait, quand on se retrouve vraiment en direct avec les usagers, là, on sent beaucoup plus finement voilà, certaines failles. Moi, j'ai un exemple concret qui me vient en tête, c'est que on était sur un exemple de classe horaire aménagée dans un collège en quartier prioritaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui a été porté politiquement avec beaucoup de bonne volonté de bien faire. Sauf que quand on y allait, on s'est rendu compte que les retours que nous, on en avait étaient assez petits parce que en fait, dès qu'on interrogeait les équipes pédagogiques et les élèves, on se rendait compte de nombreuses difficultés en fait dans le quotidien. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça nous a là permis d'être en alerte sur quelque chose voilà, qu'on n'avait pas perçu, en se disant il y a de la bonne volonté, on essaye de faire en sorte que, mais en fait, il y a des choses qui allaient au-delà de ça. Et en fait, voilà, il s'est avéré que cette classe horaire aménagée à cette année, là, à la rentrée 2025, a dû fermer. Et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qu'on avait pu, grâce à l'immersion, en fait, identifier comme étant, voilà, justement, une structure, enfin, un projet en difficulté, alors que sur le papier, dans les échanges de dossiers, c'était pas du tout quelque chose qui était mis en avant parce qu'il y avait, je pense, la crainte voilà, d'un arrêt de financement, alors qu'en fait, je pense que si on l'avait fait même peut-être plus en amont, on aurait peut-être pu réorienter les choses différemment. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un exemple sur lequel des fois, on se dit qu'il y a, voilà, on a envie que les choses se passent bien, mais que pour autant, il faut vraiment se confronter au réel, enfin la confrontation au réel. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que on avait des élèves qui nous évoquaient des choses, voilà, sur un petit peu le fait que pour eux, c'était finalement le fait pour eux de suivre ces cours-là dans la classe horaire aménagée, c'était plutôt stigmatisant par rapport aux autres élèves. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient un peu pointés du doigt comme les intellos, tout ça, parce qu'eux, ils avaient en plus d'heures de cours. Alors en fait, ils avaient un ressenti qui n'était pas du tout positif. Donc c'est vrai que voilà, en tant qu'institution, on se dit bah zut, on n'imaginait pas avoir ces retours finalement assez négatifs des publics. Et voilà, malheureusement, ça s'est avéré quand même assez pesant dans le fait que c'était vraiment une classe horaire aménagée qui avait du mal à recruter d'année en année et que petit à petit, les effectifs s'étiolaient et jusqu'à arriver, voilà, là cette année, hein, au constat que c'était plus légitime de maintenir la classe horaire aménagée. Donc, en fait, ça nous a vraiment confrontés au fait qu'il fallait vraiment mieux prendre en compte les usagers, ce que ça représentait pour eux, aussi dans la part voilà, de projection qu'ils pouvaient avoir sur cet apprentissage-là. Et de se dire qu'en fait, pour remonter un projet, il faudrait voilà, davantage les associer et voir ce que ça peut représenter. Il y a pas mal de choses à déjouer aussi voilà, sur un petit peu les attendus qui finalement n'étaient pas forcément les bons et qu'après, on a des élèves qui se retrouvent dans le cursus mais qui sont à la traîne et puis qui prennent pas avoir vraiment part voilà, de leur plein gré. Donc, je pense qu'il y a voilà, des choses qui peuvent ressortir d'une immersion qui derrière peuvent vraiment permettre d'ajuster les formats, les propositions aux attentes et aux besoins réels, enfin là où on est vraiment, où en sont plutôt les publics et les usagers. Parce que c'est vrai qu'il y avait des choses voilà, d'ordre d'une méthode qui était
appliqué peut-être dans d'autres classes horaires aménagées où ça fonctionnait, mais pour celle-ci, en tout cas, le cadre était pas le bon. Et je pense qu'effectivement, en intégrant plus en amont des questionnements directs aux usagers, il y aurait des choses qui auraient pu être perçues et puis peut-être plus ajustées parce qu'on est vraiment des fois dans des cas aussi assez spécifiques. Donc voilà, ça c'était un exemple Me assez concret permet de... à ce sujet, je ne sais plus si c'était Mathilde ou Margot qui était en immersion avec toi, mais il me semble que le même jour ou presque, vous avez pu voir un autre contexte de pratique artistique qui Mm, fonctionnait bien, oui, presque au même endroit, et que l'immersion, c'était aussi ça sur cette journée, c'est-à-dire qu'il y avait d'un mm, côté la classe CHEM avec ses difficultés, et de l'autre, un autre format ouais, tout à qui fait. marchait bien dans le même contexte. Et donc, il s'est passé ça aussi dans cette journée. Ouais, exactement. Oui, et tout à fait, on était avec Mathilde et en fait après, on est allé donc sur un orchestre qui était donc porté avec des maisons de quartier en fait, en lien, enfin il y avait un fort partenariat entre le conservatoire et les maisons de quartier pour faire un orchestre avec des approches pédagogiques donc qui étaient plus centrées sur la pratique et pas du tout sur la formation musicale pour avoir une sorte de voilà d'appréhension plus immédiate en fait de l'apprentissage de la musique. Et là, effectivement, ça fonctionnait vraiment bien. Enfin, on sentait que les familles, donc là, on avait pu passer du temps avec, c'était que des mamans qui emmenaient leurs enfants donc à ces séances-là de pratique musicale. Et donc, de savoir un petit peu, voilà, pour elles, quel était l'intérêt de venir, qu'est-ce qui faisait qu'elles adhéraient. Et là, c'est vrai que c'était hyper riche aussi l'immersion parce que là, ça a mis en lumière en fait un élément de réussite du projet qui n'était pas forcément facile à identifier juste en regardant la présentation sur le papier. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce partenariat-là, il y avait le rôle clé des animateurs et animatrices des maisons de quartier pour faire le lien avec les professeurs du conservatoire. Et en fait, il apparaissait vraiment clairement en interrogeant les usagers que les mamans, en fait, elles n'auraient pas eu la même confiance s'il n'y avait pas eu vraiment ce rôle central des MJC. Et c'est vrai que dans la présentation du projet, en fait, il y avait à chaque fois sur les cours, en fait, ben, des binômes entre les animateurs et animatrices des MJC, puis les professeurs des conservatoires. Et en fait, on pouvait peut-être se dire que c'était quelque chose, un petit peu un confort d'organisation d'avoir ce binôme-là, alors qu'en fait, grâce à l'immersion, on se rendait compte à quel point c'était crucial pour que les parents d'élèves soient en toute confiance, parce que aussi les animateurs et animatrices faisaient tout un travail de relance pour bien que les familles aient en tête les horaires des cours, les dates, et s'assurer voilà, qu'ils allaient bien emmener leur enfant. Donc, tout un volet de fond, en fait, parce que du coup, c'est des acteurs qui, eux, étaient identifiés par les familles parce qu'ils sont constamment présents donc dans la maison de quartier. Donc d'avoir en fait ce maillon-là, c'était vraiment quelque chose qui est apparu comme flagrant grâce aux entretiens, alors qu'encore une fois sur un dossier où il y aurait eu une description sèche du fonctionnement de ce dispositif-là, on n'aurait pas pensé que c'était aussi fondamental dans le fait que les publics adhèrent en fait à cette proposition-là. Et effectivement, en fait, ce qui est apparu, c'est que sur le public adolescent, collégien, sur ces zones voilà, de quartiers prioritaires, il y avait d'autres enjeux beaucoup plus complexes en fait à identifier pour les maintenir dans la pratique, parce qu'on sentait qu'il y avait un gros engouement sur l'orchestre, dans les MJC, donc où là, ça touchait plutôt des élèves de primaire, d'école primaire. Et c'est vrai qu'après, on voyait un décrochage sur le collège avec une pratique aussi qui était différente puisqu'elle était sur temps scolaire avec la classe horaire aménagée. Donc du coup, c'est vrai que ça a amené aussi pas mal de réflexions sur finalement comment le public jeune et puis ado peut être touché et est-ce que c'est vraiment dans le cadre des classes horaires aménagées que c'est le plus pertinent. Donc ça, globalement, dans le cadre du schéma, c'est vrai que ça nous a vraiment re-questionné sur voilà, sur comment on articule peut-être les classes horaires aménagées qui peuvent être un super moyen de toucher les jeunes dans les écoles, parce qu'on a vu aussi deux classes horaires aménagées qui fonctionnaient super bien. Mais se dire que peut-être au moment du collège, où il y a beaucoup d'enjeux sur les emplois du temps qui sont déjà assez chargés, le fait de vouloir être disponible aussi pour d'autres choses, le contexte du groupe aussi, une appétence pour les pratiques qui devient peut-être un peu différente. Donc en fait, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nuances aussi à amener un petit peu dans le modèle classique des classes horaires aménagées qui peuvent permettre à des élèves de suivre tout un cursus de la maternelle à la fin du collège.
Donc ça, c'était aussi effectivement un exemple là pour le coup de quelque chose qui fonctionnait plutôt bien, où là on avait des retours en immersion qui confortaient un petit peu tout ça. Après, il y avait aussi, un autre exemple d'immersion sur, pareil sur le papier, une école de musique en difficulté financière où voilà, où ça fait plusieurs années que les collectivités financeuses se posaient des questions et en fait, en y allant, donc là, c'était plutôt, Julie et puis une autre partie de l'équipe qui y était, mais on sentait aussi, là, tout l'intérêt en fait, en milieu rural, parce que là, on était vraiment là sur une question de plutôt de pratique, artistique en milieu rural d'avoir un lieu du coup qui soit ouvert à tous. Donc là, avec l'idée que ce soit pas que les parents qui déposent leurs élèves, mais qu'il y avait une attente des parents forte pour faire partie de la vie de l'école aussi et de s'y sentir intégrés et que ce soit en fait justement un lieu où on est vraiment aussi sur le loisir, le fait de partager des moments conviviaux et du coup on n'était pas du tout sur les mêmes voilà sur les mêmes attentes que les publics du conservatoire. Et c'était aussi hyper intéressant d'avoir un peu ce sentiment que même si l'école, il y avait effectivement des difficultés financières fortes, qu'il y avait quelque chose un petit peu de l'ordre de la débrouille constante, permanente dans leur méthode d'organisation, mais qu'en fait c'était aussi ce format-là peut-être plus spontané qui laissait de la place à l'intervention de beaucoup plus de parents et puis des interventions différentes en fonction du temps disponible que chacun avait à mettre pour l'école. Mais en tout cas, de sentir que là, il y avait quelque chose aussi de très fort en fait dans le lien des habitants avec cette école qui venait aussi proposer des moments festifs, conviviaux où chacun pouvait prendre part. Et donc voilà, ça c'était aussi très riche effectivement d'enseignement sur ce temps d'immersion-là. Ok. Merci Léa. Je vous propose qu'on passe à quelques échanges pour terminer ce webinaire. Alors, je vous ai demandé dans le chat si vous aviez des questions à poser. Donc, nous avons un premier point sur le fait qu'on parle beaucoup de schémas départementaux des enseignements artistiques et moins de projets culturels pour lesquels les démarches d'immersion s'est adapté. Alors, effectivement, en fait, les démarches d'immersion, on les met en œuvre quelque part de la même manière quand on travaille sur un projet culturel de territoire ou un projet d'établissement. Donc, on constitue une petite équipe de personnes qui travaillent à la révision ou à l'écriture du projet. On les brief, on prépare un questionnaire, en fait, on prépare une série de questions qu'on a envie de poser, et après, on cible des publics et des lieux dans lesquels on va aller. Donc, je pense que peut-être que ça rejoint la question qu'on avait reçue quand vous êtes inscrit. Donc, je vais passer la parole à Margot. La question, c'était quelle méthode on met en place pour inclure davantage des publics éloignés de la culture? Où est-ce qu'on va? Et c'est vrai qu'on fait ça particulièrement dans le cadre des projets culturels de territoire, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, pour arriver à toucher ces publics-là, il y a un peu des lieux, euh, des lieux, on va dire, à privilégier. Donc pour ça, alors attends. Il y avait par exemple la piscine. Alors Alexia parlait de la piscine à Craon, mais moi j'avais fait une piscine dans la ville de Châtes. Et, euh, et en fait, c'est un lieu où il y a beaucoup en effet de parents qui attendent et qui attendent leurs enfants, tout ça. Donc, et c'est un lieu où les gens ils ont le temps de répondre et où il y a vraiment euh, plein de types d'usagers différents du territoire. Euh, il y avait aussi, alors, tac. Euh, il y avait par exemple les cafétérias. En fait, euh, tous les lieux où... Ouais, je me perds un peu par rapport à la question. Tac. En fait, voilà, il y a des lieux vraiment, donc comme je disais, il y avait la station de ski aussi dans le Grésivaudan, un peu des lieux auxquels on penserait pas, mais qui rassemblent pas mal de monde. Les Pump Tracts, Julien en parlait, les Fab Labs, c'est un peu des lieux où on peut toucher des personnes qui vont pas forcément dans les lieux auxquels on penserait, comme les bibliothèques ou les conservatoires. Et à l'inverse, par contre, il y a quand même des faux amis des lieux auxquels il faut pas, on penserait que ce serait des lieux idéaux, mais c'est pas le cas, comme les gares ou les supermarchés. On se dit bah là, on va toucher beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, il y a peut-être des non-usagers
qu'on pourrait toucher. Mais en fait, c'est des lieux où les gens, ils n'ont pas forcément le temps et ils n'ont pas forcément envie de parler. Et donc ça, c'est vraiment des lieux auxquels il faut pas, dans lesquels il faut pas. Ou alors, il faut vraiment que ce soit préparé, mais c'est un peu des faux amis. Et il y a également aussi, vous en avez parlé dans plusieurs témoignages, le fait d'avoir des alliés dans certains lieux ou dans certains contextes. Typiquement, dans le Grand Genève, on est allé dans un quartier qui s'appelle les Avanchés, qui est un peu un quartier populaire où les gens ont pas l'habitude, on va dire, d'aller dans les lieux dits culturels du Grand Genève. Et c'est des lieux un peu où, si on y était allé tout seul, on n'aurait pas eu les témoignages qu'on a, enfin qu'on a eu. Et il y a le directeur de la Maison des Jeunes qui nous a accompagnés dans toutes nos déambulations dans le quartier et qui, lui, connaissait tout le monde. Et du coup, c'est lui qui faisait l'entremetteur, qui allait expliquer à des jeunes ou des moins jeunes, ah bah ces personnes-là font des entretiens dans tel contexte. Et comme ces personnes connaissaient le directeur, ça nous a vraiment, enfin, ça a vraiment été une porte d'entrée. On a vraiment pu parler à des personnes où dans toutes mes immersions, justement des personnes qu'on n'arrive pas à toucher. Des jeunes, par exemple, entre 20 et 30 ans qui sont qui sont en recherche d'emploi ou des personnes qui sont déscolarisées, enfin, vraiment des personnes qu'on n'arrive jamais à toucher. Et là, on a eu des longs témoignages avec eux. Donc ça, c'était super intéressant. Donc il y a aussi ça, dans certains contextes, d'arriver vraiment à identifier une personne alliée qui va pouvoir faire l'entremetteur. Merci Margot. Il y avait une question aussi, c'était comment impliquer les voisins des musées dans la programmation culturelle de ceux-ci? Alors moi je veux bien adresser cette question parce que récemment j'ai travaillé avec le Centre des Monuments Nationaux sur la même démarche d'immersion que celle qu'on mène dans le Lucas en fait, où on va préparer une trame d'entretien, cibler des publics et s'intégrer dans un espace-temps où on peut échanger avec les gens. Donc là, on était sur la refonte du parcours muséographique du château de Maison à Maison Lafitte et on est allé eh ben, à la fête des jardins qui a lieu le long de la Seine pour aller échanger avec les habitants de Maison Lafitte sur leur perception du château de Maison, quand est-ce qu'ils y sont allés pour la dernière fois, qu'est-ce qu'ils aimaient trouver dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans le château. Et, euh, et donc l'immersion, c'est l'une des briques, encore une fois, qui a été utilisée dans leur démarche de refonte du parcours muséo dans ce cas-là. À côté de ça, il y a aussi eu des ateliers où il y a des personnes qui sont venues au sein de l'exposition pour faire une relecture critique des expositions. Enfin voilà, c'est toute une démarche où il y a d'autres temps d'ateliers avec des structures d'éducation populaire, d'autres temps d'ateliers en lien avec l'université. Et donc du coup, il y a une co-construction qui se fait avec plusieurs publics à travers différents formats. Mais c'est vrai que l'immersion, ça peut être l'une des briques en fait pour faire contribuer vos publics ou des habitants qui sont là, qui sont autour. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est que aller vers eux, ça peut être une étape de mobilisation pour qu'ensuite ils viennent à vous dans d'autres temps de travail. Il y a des personnes qu'on rencontre en immersion qui sont prêtes à laisser un mail pour ensuite s'impliquer à travers un autre temps de concertation. Ça peut être une manière de mobiliser en fait un public qui va participer de manière un peu plus régulière et fidèle. Voici pour cette question. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les questions que vous nous avez posées avant? On avait Attendez, il y en avait une qui était bien. Ah oui, comment on mobilise les acteurs de terrain non culturels? C'était une question pour Mathilde. Oui, bah après, Nadine et Sonia y ont déjà un peu répondu. C'est vrai que c'est une grande question sur comment on adresse ces publics-là. Euh, Bah déjà, en fait, dans la préparation du webinaire, le fait d'interagir avec des personnes, avec les professionnels des structures qu'on veut toucher, on va forcément du coup échanger avec eux et comme vient de le dire Julie aussi, du coup, ça permet de créer un premier contact et du coup de les ancrer dans une démarche plus longue que juste l'immersion.
Et l'autre option aussi, c'est de partir directement en immersion avec eux. Donc, comme en parlait aussi Yves Armel tout à l'heure en parlant de l'exemple du 77, c'est de créer des binômes à la fois culture et hors culture pour aller en immersion et interroger les professionnels. Donc, il y a plusieurs moyens en fait de travailler avec eux. Soit ça peut être en fait un pied dans la porte et en fait justement commencer à discuter avec eux et les intégrer au long cours. Soit au contraire commencer directement aller en immersion avec eux ou chez eux pour donner une dimension hors culture à l'immersion et à la démarche en règle générale. On t'entend plus, Julie. Julie, Pardon, ton merci micro est... Mathilde. Alors pour conclure, avant de nous quitter, un petit point d'horizon sur ben, voilà, ce que j'observe de l'impact des immersions, ce que ça permet. Donc déjà, de manière très concrète, ça permet effectivement de rencontrer des habitants, que ce soit des usagers, des non-usagers, des structures avec lesquelles on travaille. Ça nous permet de rencontrer des professionnels, des bénévoles, des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Ce que ça veut dire aussi, c'est que habituellement, quand les agents vont en visite sur les territoires, ils rencontrent les directions ou les personnes qui font la coordination. Là, ça permet d'échanger avec d'autres personnes, le personnel d'accueil, des enseignants, voilà. Enfin, ça peut être des personnes qu'on entend moins. Ça permet d'échanger avec des personnes qui sont d'autres secteurs, des personnes issues de la petite enfance dans les crèches, les maisons des jeunes, les centres sociaux, etc. Enfin, voilà, et de venir les interroger sur là où on se rejoint dans l'organisation de projets culturels et comment ça se passe pour eux. Donc ça permet de mieux comprendre ce qui se vit dans ces endroits-là. Et de manière très concrète, ben, ça permet aussi de faire exister ces personnes dans nos rapports, parce qu'on va avoir des citations, des thématiques, des observations qui sont issues de ces échanges, et on va ben, intégrer ça dans les rapports de diagnostic, dans les étapes de co-construction. Donc on va faire exister plein d'enjeux qui n'auraient pas été là si on n'était pas allé en immersion. Dans les effets ensuite, souvent les agents ils nous rapportent que ça leur a permis d'identifier des petites problématiques concrètes aussi qu'ils vont pouvoir adresser de manière concrète. Donc ça peut être proposer une formation sur une thématique qu'on n'avait pas identifiée, ça peut être enfin, faire le lien avec une aide qui existait déjà, mais voilà, dont les personnes n'avaient pas connaissance, ou en tout cas on ne savait pas que c'était utile à cet endroit-là. Ça peut être, comme ça a été le cas dans les Pyrénées-Atlantiques, de revoir les critères de subventionnement des associations, parce qu'en fait, ça ne leur permet pas de répondre, et donc on n'arrive pas à avoir leur demande de financement alors qu'on souhaite soutenir ces structures-là. Enfin voilà, c'est plein de petits endroits très concrets déjà directement sur lesquels on peut agir. Et une chose aussi non négligeable, c'est le fait que ça permet d'inclure des acteurs qui ne se sentent pas forcément concernés initialement par les démarches participatives d'élaboration de projets culturels. C'est peut-être des acteurs nouveaux, associatifs, qui ont un historique avec l'institution qui fait qu'ils n'ont pas envie de venir, ou alors qui estiment qu'on ne va pas prendre en compte voilà, leurs enjeux. Et là, vraiment, d'aller vers eux, d'aller se déplacer chez eux, d'aller se mettre à l'écoute de leur public, ben, c'est un pas qu'on fait qui fait qu'ensuite, eh ben, ils viennent dans nos temps de co-construction. Donc ça, c'est aussi non négligeable, c'est un des effets, moi, que j'observe. Ça peut être à destination de certains acteurs culturels, mais ça peut être aussi vers des professionnels, du social, etc., qu'on va voir et qui, du coup, vont, eux, en retour, venir contribuer au temps de co-construction. Quelques points à éviter aussi. Bah déjà, penser qu'il suffit de se mettre à l'écoute. Donc, aller sur le terrain, c'est bien. Aller sur le terrain avec des questions qui correspondent aux objectifs qu'on a, c'est mieux. Et puis, c'est tout un jeu quand même de faire des questions bien ouvertes
mais pas hyper suggestive et très ciblée qui nous permettrait que de confirmer ce qu'on sait déjà. Voilà. Il faut faire attention aussi quand on prépare ces démarches, on a souvent tendance à vouloir être exhaustif, à revenir vers le quantitatif, pardon. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on peut faire avec les immersions, parce que dans ce cas-là, il faudrait prendre 2 ans et voilà, faire une grande étude et aller dans plein de lieux. Et on n'a pas forcément les moyens de faire ça. En revanche, on peut effectivement aller rencontrer 10, 20, 30 personnes et revenir avec une vision enrichie des enjeux de leur réalité. Et puis, une problématique aussi, enfin en tout cas une erreur à éviter, c'est dans le choix des lieux de ne pas se préparer suffisamment. Et il faut vraiment chercher à rencontrer les personnes là où elles ont le temps et où il est agréable de parler de ces pratiques culturelles. Alors ça laisse beaucoup d'espace possible, mais c'est quand même un travail à bien faire et ça nécessite de se renseigner sur les endroits où on veut aller, parce qu'il faut être sûr qu'il y a du monde à ce moment-là, que le contexte est le bon, que quelqu'un pourra faire le lien avec nous. Voilà, il y a toute une organisation quand même à mettre en œuvre. Et Mathilde, pour le mot de la fin, avant de clôturer. Oui, petit mot, on va être rapide. Il est 12h33. On avait dit qu'on terminait à 12h30. On est encore, je vous garde encore une minute. Déjà, un grand merci à Léa, à Nadine et à Sonia qui ont témoigné, qui ont pris du temps pour venir témoigner sur les immersions qu'elles ont pu faire. Grand merci aussi à Julie, Alexia et Margot qui ont animé du coup leur temps avec leur expertise professionnelle. Et puis quelques petites ressources pour vous aider à aller plus loin. Il y a évidemment du coup le kit du Lucas dont a parlé Julie juste avant, donc qui documente ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, mais qui vous donne aussi des exemples de trames d'entretien, des exemples de support. Et puis, je vous invite aussi en fait à aller vous balader sur le site du Lucas pour découvrir les accompagnements de manière générale, le reste des communs et, euh, et puis aussi les remixes dont on a pu parler rapidement. Merci à tous. Vous recevrez évidemment par mail du coup le lien de rediffusion du webinaire et puis le support et les liens connexes. Merci, bonne journée à tous.